Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette nouvelle semaine du mois de mai, la dernière semaine du mois de mai, que le temps passe vite. On est à moins de 100 jours du début de la prochaine saison de NFL. C'est quand même quelque chose de dingue. Et justement, on va parler de la prochaine saison de NFL, de la saison 2024 et des records qu'elle pourrait nous amener. Alors évidemment, on va pas faire tous les records que la NFL possède, hein, parce que bon, il y a quand même 100 ans de NFL, donc sinon, on en a pour à peu près jusqu'au mois de septembre. Mais on va prendre quelques records qui semblent intouchables et pourtant qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Pour m'accompagner pendant cette petite heure, ou plus, enfin on verra, hein. Je ne donne plus de temps puisque je le tiens jamais de toute façon. Pendant cette petite heure, mon acolyte habituel, mon Californien préféré, le Californien de Nice, le seul qui sait reconnaître le talent du poulpe cigogne de Dunkerque, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir, bonjour à toutes, à tous et à toutes ceux. Oui, on va parler record, on va parler sommet, on va parler immortalité, Hall of Fame, tout ça. Il y a des records qui sont plus enviables que d'autres, mais on va voir ça au cours de cette émission. Pour nous parler record, évidemment, il fallait parler histoire. Et pour parler histoire, on invite toujours quelqu'un qui n'a plus de cheveux. Nous, c'est Yaya. Salut Yaya, comment ça va ? Salut à toutes, salut à tous, salut messieurs. Alors je vous écoute toutes les semaines, je suis là pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. Vous dites un peu trop de mal des Giants, donc je suis venu, je vais essayer de vous tirer les cheveux, mais il y en a plus beaucoup, vous non plus. Non, les cheveux, il reste plus grand chose, c'est certain. Bon les amis, juste une petite chose, oui. Je tiens à dire que vos imitations de fin de podcast me font hurler de rire. Et après, vous ne pouvez plus vous moquer de mes imitations. Merci. Alors, ce n'est pas trop mon imitation, c'est surtout celle de Seb qui a eu un franc succès. Hein. Si vous n'avez pas entendu l'imitation de Seb, je vous renvoie au podcast. Je crois que c'est sur le top 10 des quarterbacks. C'est bien ça. Et d'ailleurs, je serai en tournée dans toute la France le 12. Voilà, tout à fait. À la salle André Bourville de Bondy. N'hésitez pas à acheter vos tickets chez tous vos revendeurs habituels. On commence par le premier record. Et pourquoi on va parler de celui-là ? Tout simplement parce que la personne qui détient ce record a dit qu'il aimerait bien s'en débarrasser. Cette personne, c'est qui ? C'est Peyton Manning qui a dit qu'il voulait se débarrasser de son record de rookie. Mais quel record est-ce que ça peut bien être ? Parce qu'il y en a qui s'en souviennent même pas qu'il a ce record-là. Et pourtant, il en a un. Il a lancé le plus grand nombre d'interceptions pour un quarterback rookie dans l'histoire de la NFL avec, tenez-vous bien, 28 interceptions. Comme quoi, hein, c'est pas rédhibitoire pour avoir une grande carrière, finalement. Déjà. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc 28 interceptions pour Peyton Manning lors de son année rookie, et il a dit, cette année, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me remplace, et ça tombe bien, parce qu'il a des clients pour le remplacer. Non pas des quarterbacks qui lancent beaucoup d'interceptions, mais surtout beaucoup de quarterbacks, notamment choisis au premier tour, et qui seront probablement amenés à prendre la tête de leur équipe. C'est d'ailleurs un autre record, on a eu 6 quarterbacks draftés au premier tour. Sur ces 6 quarterbacks draftés au premier tour, on en a combien qui seront titulaires ? 5 ? On enlève Michael Penix Jr., je suppose. Enfin, s'il est titulaire à la place de Kirk Cousins, je m'appelle plus Flav. Hein. Ce serait quand même assez improbable. Donc, on en a 5 avec une hésitation sur Bonix. Bonix, Jared Stidham, on ne sait pas qui va remporter la timbale pour la semaine 1. Alors, on va garder J.J. McCarthy, on va garder Bonix, on va garder Jayden Daniels, on va garder Drake May et on va garder Caleb Williams. 5 candidats pour ce record d'interception. Yaya, est-ce que tu en vois un aller chercher ce record-là et qui parmi les 5 cités ? S'il doit y en avoir un et il n'en restera qu'un, c'est un peu comme Koh-Lanta, Caleb Williams, il est tellement... mais voilà, il y a tout pour que ce soit lui. Moi, je le vois bien. Est-ce que justement, Seb, Caleb Williams, c'est pas celui qui a le plus de chance parce que c'est potentiellement aussi celui qui est de probabilité, devrais-je dire. C'est aussi celui qui est le plus indétrônable, entre guillemets. Il y a quand même plus de Justin Fields à Chicago. C'est le numéro 1 de draft. On va pas le bencher aussi facilement que ça, quoi.
Mais en fait, celui qui a le plus de chances, entre guillemets, de s'attribuer ce record ô combien prestigieux, c'est celui qui aura le plus de temps de jeu. Et effectivement, Caleb Williams, sur ce plan-là, il est plutôt bien placé, puisque, à n'en pas douter, il sera le titulaire indiscutable des Bears la saison prochaine. Indiscutable jusqu'à ce qu'il le soit, ça devait arriver. Une fois de plus, disclaimer, je ne souhaite pas à Caleb Williams de tanker ou de couler sa saison rookie. Hein. Attention, une fois de plus, il n'y a pas de haine envers un club ou un joueur dans ce que je dis. Mais effectivement, comme c'est lui qui semble être l'élu pour la Ligue, qui sera le rookie starting quarterback la saison prochaine, évidemment que c'est vers lui que les yeux se tournent. Après, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, mais j'anticipe un petit peu sur la question suivante. Vas-y. En fait, si on regarde, moi je me suis penché sur le nombre d'interceptions lancées par les QB rookies la saison dernière, et le recordman de la saison dernière, c'est Bryce Young avec 10. On est quand même très très loin. Dans la terrible NFC Sud, pourtant. Et dans la terrible NFC Sud, et avec les redoutables Panthers de Carolina. Donc, c'est-à-dire quand même s'il avait pas mal de facteurs en sa faveur. On est quand même très, très loin des 28 interceptions de Peyton Manning. Et après, pareil. Alors, si on compare justement par rapport à ce record, Bryce Young, il a lancé 527 passes. Et l'année où Manning bat son record. Alors, je pensais l'avoir sous les yeux. Je suis désolé. Alors, je ne l'ai pas non plus, mais c'est pas grave. Il me semble que ça se joue à 50 passes de plus. Ce qui n'est pas si considérable que ça quand on y réfléchit. Donc, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, et moi, j'ai dans l'opinion que ce record, c'est un des records qui va durer. Hein. C'est pour toi aussi, Yaya, tu penses que est-ce que c'est encore viable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore se dire, un entraîneur, quel qu'il soit, et même si on prend le cas de Caleb Williams à Chicago, va laisser, mettons quelque chose à la mi-saison, Caleb Williams en est à 15 interceptions, par exemple. Est-ce qu'ils vont continuer avec Caleb Williams, ou est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre avant la trade deadline pour se dire, bon, bah écoutez, faut arrêter le carnage, quoi. Je pense que dans ta question, il y a qui est, ma foi, fort intéressante. Je vais pas faire une Arthur. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. C'est en fait, c'est quel est le projet. Est-ce qu'on dit, bah, vas-y, ok, tu vas sur le terrain, quoi qu'il arrive, tu lances, et le but c'est lance. Et si tout de suite tu te mets en PLS, en boule, tout de suite, en disant dès qu'il y a des interceptions, hop, on fait un jeu restrictif, ben, forcément on arrêtera, et ton quarterback ne prendra pas d'expérience. En revanche, là tu dis, ok, gros, vas-y, la saison, on va pas aller faire les playoffs, on va pas ça, mais tu vas prendre de l'expérience. Tu dois lancer des interceptions, tu y vas. Tu dois apprendre à te connecter avec tes receveurs, tu y vas. Donc, et là, tu peux balancer la sauce. En revanche, il faut que ça performe aussi. Ça veut dire que même si tu balances des interceptions, tu dois de temps aussi faire des gros matchs à la passe, avec des matchs à 3 touchdowns, des matchs où tu te viandes, mais c'est pas grave. C'est le plan. Le plan, il est long terme, il n'est pas court terme. Voilà. Donc, c'est dans ce cas-là que ça peut être battu. Mais si tu as un jeu avec un coach qui est sur la sellette, n'arrive pas à développer, ou bah, dans ce cas-là, non, t'arrêtes. Et dans ce cas-là, tu perds tout de suite la confiance. Et si tu vas chercher, comme tu l'as dit, un quarterback vétéran pour mener l'attaque, au bout de même au bout de 5 matchs, bah, ton quarterback, tu le plantes. Oui, ça c'est certain. Oui, vas-y, Seb. Alors, je trouve le développement de Yaya très très intéressant, justement si on le ramène à Caleb Williams, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'ont parlé. Tout d'abord, voilà, c'est quoi le projet de jeu? Faut pas oublier une chose, Caleb Williams, il est censé avoir quelques joujoux autour de lui pour s'amuser, pour catcher des balles. Donc,
a priori, le plan, c'est pas de lui faire mettre la balle sur le ventre du running back ou de le faire partir sur des bootlegs. Et tu as mis en avant, est-ce que le coach sera sur la sellette? Matt Eberflus, je suis pas certain qu'il soit hyper serein à Chicago. Donc il y a plein d'éléments sur le cas Caleb Williams. Je trouve qu'il y a plein d'éléments contradictoires entre guillemets qui donne un mix assez intéressant. Et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que je ne veux pas me vanter, messieurs, mais j'ai dit il y a 50 passes d'écart, 527 pour Bryce Young, 575 pour Peyton Manning. Alzheimer ne m'a pas encore tout à fait atteint, cela me rassure. C'est déjà pas mal. Vous avez le classement des joueurs en dehors de Peyton Manning, ceux qui sont le plus proches d'avoir fait pendant leur saison QB. J'ai Terry Bradshaw notamment qui en a fait 24 en 1970. Ouais, c'est alors juste une chose, Terry Bradshaw, il n'était pas dans Sex and the City quand même. Non. J'ai notre ami Deshaun Cheeser, l'ancien des Browns, en 2017. C'est pas si vieux que ça, qu'on avait fait 22. Ouais, alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a Jim Zorn en 1976, 27. C'est le plus proche, 27 interceptions. J'ai cherché par curiosité, j'avais cherché Jameis Winston. Pour rien vous cacher. Je crois qu'il en a fait 15, Jameis Winston. Oui, parce qu'il s'est blessé aussi pendant la saison. Oui. À plus de 20, on a Matthew Stafford, qui en a fait 20. On a Mark Sanchez, le regretté, Mark Sanchez, qui en avait fait 20 aussi en 2009. À 18, on a Troy Aikman. Il y a quand même des noms qui sont pas si ridicules que ça, comme quoi on peut faire une grande carrière, même avec des interceptions lors de la première saison. Et c'est vrai que ce que vous disiez, il y a aussi quelque chose que Yaya esquissait tout à l'heure, c'est le bilan qui va être celui de la franchise, parce que s'il lance à la mi-saison, comme je le disais tout à l'heure, 15 interceptions, mais que les Bears se retrouvent, au bout de la 8e semaine à 4-4 ou à 5-3, bon, je pense pas qu'ils iront le bencher pour autant, quoi. Donc voilà. Est-ce que pour vous, en un mot, est-ce qu'il est atteignable ce record la saison prochaine? Oui ou non? Seb? Non. Est-ce que tu le vois battu la saison prochaine? Pour le pauvre Peyton, il va devoir se trimballer ce boulet encore un an. Non, je le vois pas être battu de sitôt. Vraiment, je le vois pas être battu de sitôt, ce record pour un rookie. Parce que j'avais une curiosité sur Vinny Testaverde, puisque je sais mais c'était pas son année rookie, c'est sa deuxième année où il avait été particulièrement brillant avec, tenez-vous bien messieurs, 35 interceptions. Si ça devait se produire aujourd'hui, il y a des coordinateurs offensifs qui font un AVC. Oui, mais Vinny Testaverde était daltonien. Et il faisait exprès de mettre des maillots pour pas qu'ils reconnaissent. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le orange des Buccaneers, il aidait pas forcément. Ça aidait pas. Voilà, pour ceux qui veulent voir, c'est le maillot old school qu'ils ont sorti, je crois. Ils l'ont sorti la saison dernière, il me semble. Quelques matchs qui maintenant a pris, je trouve, un petit peu de cachet, mais vraiment à l'époque, dans les années 90, ça faisait kitsch, quoi. Maintenant, c'est vintage. Avant, c'était kitsch. Ouais, mais le cachet, c'est quand même du LSD, quand même. Là, Non, il tabasse. Mais moi, je trouve que quand ils les ont ressortis la saison dernière, je trouve les chaussures, ils sont sympas. Ils ont un truc. Alors que à l'époque, je pouvais pas voir ces maillots-là en peinture. Ça lui a donné envie de regarder un Buccaneers Panthers et c'était pas gagné la saison dernière. Mais là, il a eu envie. Il a eu envie. Pour toi, mon Yaya, battu l'an prochain ou pas ce record d'interception? Je le souhaite pas pour Caleb Williams, mais ça peut être un autre. Hein. Après, il y a d'autres quarterbacks. Non, je pense pas. Je pense pas que les autres. Je pense que les autres coachs. Enfin, maintenant, les coachs ne prennent plus de risques comme avant et ça va être beaucoup plus restrictif. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Et la question. Enfin, le vœu pieux de Peyton Manning, le frère du plus grand quarterback de l'histoire. C'est d'ouvrir et de prendre des risques au coaching. En tout cas,
Ça va nous annoncer une saison. Si on n'aura pas fini ce débat, si jamais il y a un quarterback à la semaine 8 qui a 15 interceptions, on ressortira les bandes audio de ce podcast et nous manquerons pas d'en reparler, bien évidemment. Autre record qui a été dans l'actualité lui aussi. Après, on va faire des records un petit peu pris comme ça. Je ne veux pas dire au hasard, hein, parce qu'on a pris des records Au débeauté. possibles. Voilà, possible, mais il y a 2 records dans l'actualité parce qu'en ce moment, ça va être le début de la saison. On est à moins de 100 jours, encore une fois, de la saison NFL. Et tous les ans, on a ce phénomène qui vise à dire « Moi, je vais faire un record. Moi, je vais faire un record. Moi, je vais faire un record. » Nous, on va peut-être faire des records d'audience chez TF1, on le souhaite. Mais, en tout cas, tous les joueurs, ils vont de leur « Moi, je vais faire un record ». Et le dernier en date, c'est notre ami Kevin Thibodeau. Des Giants de New York. Ah, bah, Yaya va nous en parler. Qu'a dit notre ami Kevin Thibodeau? Il a dit qu'il voulait aller chercher le record de sacs sur une saison qui appartient, ou plutôt qui co-appartient à un Giants, déjà, hein, Oui. qui est, mon cher Yaya, Michael Strahan, tout à fait, qui le co-détient avec notre ami Watt, mais Watt, avec TJ Watt des Steelers, avec 22,5 sacs dans la saison. C'est ça? Non, je n'ai pas dit de bêtises. Oui. JJ Watt en 2021, non? C'est JJ. Il me semble que c'est. En face à Watt. Non, j'ai TJ Watt, moi. Oui, d'accord. C'est TJ Watt qui a égalisé il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, c'est bien ça. Oui, 2021, non, c'est en effet autant pour moi. Voilà. Donc, bon, c'est de toute façon, Watt, l'autre frère aurait très bien pu le faire aussi. Donc voilà, on a ces deux-là qui sont. Et Kevin Thibodeau a dit bah, moi, de toute façon, tant que je jouerai, mon objectif, ce sera d'aller chercher le record de Michael Strahan et de devenir le meilleur saqueur sur une saison. Est-ce que ça te semble réaliste, Yaya? C'est juste pour faire plaisir aux fans des Giants? Pour dire je serai aussi bon que Michael Strahan? Non, c'est pas ça. En fait, dans le sens où qui veuille chasser le record, oui, qu'il l'atteigne, c'est une autre. Tu vois, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, moi, je pense que aller le chercher aujourd'hui, c'est un peu prématuré parce que il a fait quoi les dernières 15 sacs, un peu moins. Ouais, 11,5. Ça fait quand même un gros gap. Ça fait le double. Ouais, moi je pense que c'est encore un peu juste. Alors après, dans une saison où tout clique bien, tu commences, tu fais 2 sacs le premier match, tu te mets sur une bonne lancée, mais il faut tenir le rythme, quoi. Et aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait un match en plus, bah, c'est un peu plus faisable. Mais j'adore Kevin Thibodeau. Je trouve que c'est un excellent joueur. Il n'est pas du calibre des deux qui détiennent le record encore. Il faut qu'il travaille. C'est une question qu'on va aborder juste après. Juste après, j'ai interrogé Seb l'histoire des matchs en plus parce que forcément, ça revient à chaque fois qu'on parle des records. Seb, toi, Kevin Thibodeau ou un autre, est-ce que tu vois quelqu'un pouvoir aller chercher ce record-là? Alors, on va parler. Je vais commencer par parler de Kevin Thibodeau et des Giants. Ce serait dommage que je me prive. Bah oui. Si on ajoute les 11,5 sacs en 2023 de Kevin Thibodeau aux 22,5 sacs du record, on obtient le nombre de 34 sacs. Jusque-là, vous me suivez? Oui, Pythagore. D'accord. 34 sacs, c'est le nombre de sacs effectués par les squads défensifs des Giants sur toute la saison passée. Donc c'est la réflexion que je me suis fait et quand j'ai lu la déclaration de Kevin Thibodeau, je l'ai trouvé un petit peu quand même pour 11 sacs et demi qu'il allait un petit peu loin. Et alors fallait aller un petit peu plus loin. En fait, il a ajouté aussi Kevin que lui il jouait comme s'il devait battre ce record. Donc ça rendait déjà la déclaration un peu plus compréhensible. Et surtout, je me suis dit, ils sont quand même pas mal renforcés à l'intersaison, les Giants, parce qu'ils ont ajouté Brian Burns au duo Thibodeau-Dexter Lawrence. Alors, je ne sais pas si ce sera assez pour changer la donne, mais Brian Burns, c'est quand même un joueur qui n'a jamais fait moins de 7 sacs et demi par saison dans sa carrière. Peut-être que ça peut, alors sans parler d'aller chercher le record, que ça peut
Et ça va d'ailleurs très certainement booster ce chiffre. Peut-être de Kevin Thibodeau, très certainement de l'escouade défensive et du front seven des Giants. Après, 22,5, comme tu disais, Yaya, faut tenir le rythme. Et ceux qui s'en sont rapprochés, c'est à nouveau TJ Watt en 2023 avec 19 et toujours sur 2023, Josh Allen à Jacksonville et Trent Hendrickson qui ont bloqué le compteur à 17,5. Mais ça fait encore une petite marche. Donc, on avait JJ Watt aussi. Oui, il veut revenir, mais alors JJ Watt, si déjà il revient, je considérais que ce serait une sorte de miracle. Si en plus il fait 23 sacs dans la saison, moi je rappeler Aaron Donald, il a fait une saison à plus de 20 sacs aussi une fois. Voilà, mais non, mais moi j'arrête, je change de sport, hein, je me mets aux fléchettes ou à la pétanque. Après, d'autres candidats, oui, moi il y en a un que je pourrais voir, c'est Daniel Hunter à Houston. Parce qu'avec en appui de Will Anderson, ça va faire un duo absolument infernal à contenir sur les rushs. Yaya, à part notre ami Thibodeau, tu as un candidat, toi, pour aller chercher? Allez, on va dire au moins 20 sacs, si ce n'est le record. Myles Garrett. C'est voilà, c'est bon choix. Oui, c'est. De toute façon, je pense qu'il va falloir aller chercher du côté de la FC Nord. Je pense. Il y a du candidat défensivement. Oui, complètement. Et moi, et puis TJ Watt encore, voilà, c'est pas déconnant d'avoir ces joueurs. Parce qu'on a quoi du coup? Ça nous fait on est sur 17 matchs, donc ça fait du un sac et demi en gros par match, quoi, pour aller chercher le record. En gros, c'est l'idée. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut pas se blesser. Et on sait que c'est des positions qui sont où il peut y avoir beaucoup de blessures. Et justement, est-ce que pour vous, tu en as parlé, Yaya, du nombre de matchs qui augmente, forcément, on est passé à 17 pour ceux qui suivent la NFL depuis peu de temps. Avant, c'était des saisons régulières à 16 matchs. Maintenant, c'est 17. On parle éventuellement, on en a parlé la semaine dernière dans le podcast, Seb, un éventuel passage à 18 matchs. Oui. Est-ce que ces rallongements de saison forcément vont favoriser le fait que les records tombent, puisque plus il y a de matchs, plus il y a de chances de faire des statistiques et de les accumuler? Est-ce que ça enlève quelque part une part de la performance? Est-ce que sur le côté des sacs, par exemple, vous mettez TJ Watt au même niveau que Michael Strahan, alors qu'il a eu potentiellement dans la saison un match de plus, Seb? Ça, on peut le dire de tous les records ou de toutes les grosses perfs. Moi, je vais prendre l'exemple qui me revient toujours, c'est la barre des 2 milliards au sol. Le fameux humaniste O.J. Simpson, quand il passe cette barre-là, je crois que à l'époque, c'est en 13 ou 14 matchs en NFL. Ensuite, quand Terrell Davis ou Barry Sanders la passent, c'est en 16 matchs. C'est déjà plus la même chose. Alors, je sais pas si ça enlève une valeur, mais du coup, ça demande à être recontextualisé parce que effectivement, il est, alors je vais pas dire plus facile, hein, mais moins compliqué, et je vais dire moins compliqué avec de gros guillemets, de faire 20 sacs en 18 matchs plutôt qu'en 16. Oui, c'est évident. Après, il faut voir aussi toujours et c'est dans la pondération, mais le nombre de matchs joués aussi effectivement par le joueur, parce que des fois on dit un tel a fait un record sur une saison, qui date de 2021 ou 2022, donc sur une saison à 17 matchs, mais en fait il a été blessé 3 matchs, il l'a fait sur 14, tu vois, par exemple. Alors, moi je pense que ça peut servir à magnifier une performance quelque part. Mais pour moi, la base, ça serait vraiment le nombre de matchs dans la saison régulière. Je ne dis pas que c'est des records qui ont moins de valeur, absolument pas, mais je pense que ce serait des records à contextualiser, voire même à catégoriser selon le nombre de matchs dans les saisons régulières. Pour toi, Yaya, moins de valeur ou plus de valeur ou même valeur, est-ce que c'est un vrai ou un faux débat? J'ai envie de dire que c'est un peu un faux débat parce qu'un record c'est un record et puis on connaît les Américains avec leur nombre de records, donc si tu veux, il peut même y avoir le nombre de sacs si tu as fait 3 cloche-pieds avant de rentrer sur le terrain.
où c'est les dimanches des semaines paires ou des lunes gibbeuses. Des lunes gibbeuses. Ça arrive. Et oui, non mais en fait, c'est bien pour mettre un peu de piment dans le match et je pense que c'est surtout pour le côté fan et on parle souvent de feuilletonner le sport et ça permet surtout de feuilletonner les chasses au record, les choses comme ça. C'est ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, on feuilletonne. Voilà, tout à fait. Et moi, je trouve que oui, il y a une valeur, mais c'est surtout pour ceux qui le regardent au moment T. On se souvient quand ont eu lieu les records. C'est plus l'émotion procurée par ça qui est importante plutôt que le record en tant que tel. Je parle nous en tant que fans. Les joueurs, c'est leur côté égo qui parle, où ils veulent absolument décrocher les records, puisque de mal alpha, dominant, enfin un truc bidule, quoi. Et puis en fait, au fond, quand on y pense, le nombre de matchs, c'est pas forcément ce qui est mis en avant quand un record est battu ou qui sont évoqués. Ça devient plutôt, on va dire, un point de discussion entre fans ou entre experts. Voilà. Un tel, il a fait tant de sacs, ouais, mais un tel, il en a fait autant et il y avait 2 matchs de moins. Donc. Tu laisses ça aux émissions d'ESPN du matin, c'est ça? Stephen A. Smith, t'es en train de me dire? Non, ça peut servir à créer un débat aussi, mais je pense pas que le fan moyen soit vraiment l'élément qui lui vienne en premier à l'esprit quand un record est battu ou quand un record est évoqué. On avait prévu de parler de 4 records en plus. C'est dans la foire aux records, ce que j'ai intitulé la foire aux records. Vous inquiétez pas, on va les faire. Mais sachez qu'on a les questions des auditeurs et on en aura d'autres à aborder parce que certains, sachant je ne sais comment, peut-être par notre Discord, qu'on vous invite à rejoindre d'ailleurs. Notre Discord, tous les liens sont sur les bios X, Instagram, TikTok et tout. Oui, mon cher Yaya. Tu vas pas me laisser finir ma phrase? Vas-y, mais Non. tant que tu parles du Discord, Oui. je voulais juste faire c'est ma minute promo pour notre ami Chris qui tient le podcast N1 sur la WNBA qui sort tous les jeudis, je crois. Donc, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, oui. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à suivre la saison de WNBA. Voilà, de WNBA et de NBA. Hein. C'est dans le même podcast N1, de toute façon, pour l'un comme pour l'autre. Exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, on parlera des podcasts parce qu'on a une annonce à vous faire concernant l'ELF en fin d'émission. Donc, restez avec nous. Je reviens à mon Discord et je disais donc que d'autres personnes sur le Discord m'avaient envoyé des petits messages pour me poser des questions sur des records. Donc, on va en aborder 4 qu'on avait prévus, mais il y en aura d'autres en plus au menu que vous n'avez pas préparé. Et ça, c'est encore plus drôle. Et oui, parce que c'est comme ça, c'est la joie, c'est la galéjade, c'est la bonne humeur, hein. C'est comme ça que ça nous guide. Hein. Et j'en profite en parlant du Discord pour saluer un nouvel ami qui vient de nous rejoindre, qui s'appelle Hervé et qui affectionne particulièrement notre podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie très chaleureusement. Alors, cette fois au record, on part sur on va commencer avec les 2 milliards, les fameux 2 milliards en réception. Tyreek Hill, l'an dernier, avant la saison 2023, avait dit « Pour mon objectif pour 2023, c'est 2 milliards et le Super Bowl. » Il a fait ni 2 milliards, ni le Super Bowl. Bon, d'accord, très bien. Mais il y a de fortes chances pour qu'en 2024, on revienne sur cette volonté-là parce que pendant longtemps dans la saison, Seb, la barre des 2 milliards était quand même atteignable pour Tyreek Hill. Il était sur le rythme, il était sur le bon rythme pour le faire, avant d'être ralenti par des blessures. Et effectivement, il a bloqué le compteur à 1799 yards, ce qui est considérable, hein, ne nous le cachons pas. Deuxième sur le podium, CeeDee Lamb à 1749 pour la saison dernière. Et cette fameuse barre des 2 milliards, celui qui l'a approché le plus, 2 milliards à la réception, je précise, celui qui l'a approché du plus près, c'est Calvin Johnson en 2012, et qui s'est arrêté à 1964. Et si seulement il y avait eu un 17e match.
Et s'il y avait, oh mais c'était là, on était à 2100 parce que je me souviens cette année-là, les performances de Calvin Johnson, c'était mais c'était surnaturel. C'était absolument surnaturel. Et je pense qu'on aurait eu là, en revanche, un record qui aurait duré peut-être des décennies. Là aussi, tu vois, on parle quand même de l'importance du nombre de matchs. On est peut-être passé à côté de quelque chose d'historique cette année-là. Alors, tout ça pour dire que, du coup, même si la marche, elle paraît un petit peu haute, elle est peut-être pas tant que ça. Mais on l'avait dit en début de saison dernière, lorsque Tyreek Hill avait annoncé cet objectif des 2 milliards, que l'essentiel, ce serait pour lui qu'il reste en bonne santé toute la saison. Et c'est ça le facteur. Yaya, tout à l'heure, sur le record de sac, parlait de tenir le rythme. Mais le facteur, c'est absolument ça. C'est tenir le rythme et ne pas se blesser. Et je pense que si tu demandes à un joueur ce qu'il préfère entre se blesser et ne pas se blesser, la réponse va être assez évidente. Donc, c'est pas un facteur sur lequel ils ont forcément le contrôle. À titre personnel, je pense que c'est atteignable si ces conditions-là sont réunies. Et on avait lié aussi le fait que Tua Tagovailoa reste aussi en bonne santé, puisque forcément, pour faire des yards à la réception, il faut un quarterback qui vous lance le ballon. C'est quand même la moindre des choses. Et forcément, quand tu as ton quarterback numéro 1, ça augmente le nombre de chances quand même de te retrouver à 2 milliards en réception, plus que si tu as Tim Boyle derrière ton attaque. Yaya, les 2 milliards, tu vois quelqu'un les atteindre, toi, cette saison 2024 ? Tyreek Hill, un autre ? Je ne vois pas Tyreek Hill les atteindre. Alors, quelqu'un d'autre. Oui, alors si ça doit être quelqu'un, je vois bien Ja'Marr Chase, si Joe Burrow est en santé, que lui aussi. Ton ami Justin Jefferson, tant qu'il n'est pas libéré, on aura... Et c'est l'heure de faire le point Justin Jefferson. On rejoint de notre correspondant à Minnesota. Nelson, vous êtes toujours à côté de Justin ? Eh oui, Flav, je suis toujours dans le centre d'entraînement des Vikings. Non, ce pauvre Justin qui est toujours détenu. Apparemment, ça discute, hein, ça discute beaucoup. Ah, du coup, apparemment, ça fait un bout de temps que ça discute. Hein, quand il même. est au parloir. Ils ont plus de salive tellement ils discutent. Alors, moi, j'ai entendu dire que le concierge du stade avait planqué ses clés de voiture pour l'empêcher de partir. Ouais, ils en sont là. Et moi, j'ai cru comprendre qu'un receveur des Chiefs avait tout de même réussi à emprunter sa voiture à Justin Jefferson, donc ça m'inquiète un peu. Peut-être va-t-on le retrouver à Dallas dans les prochaines heures. Et ça, ce serait quand même embêtant. On passe dans Justin Jefferson, ça discute encore. Et CeeDee Lamb, et là je vous renvoie à notre podcast de la semaine dernière, CeeDee Lamb attend le contrat de Justin Jefferson pour signer son contrat avec les Cowboys, parce qu'il veut s'aligner sur ce que demande Justin Jefferson. Ouais, la loi de l'offre et de la demande, à mon Yaya. Toujours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça y est, tu commences à comprendre l'économie. Non, ça, l'économie, j'ai compris depuis très longtemps, puisque j'ai un bac économique et social, mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi les Giants n'avaient pas fait d'économie, justement. C'est ça le problème. Mais bon, c'est une autre question. Alors, la vraie question, c'est que la rareté de l'offre fait que le prix... Ah bah ça, c'est sûr que des Daniel Jones, t'en as pas beaucoup. Alors, donc, 2 milliards. Mon cher Seb. Je voulais revenir au sujet du podcast. Non, sur un petit point au sujet de Calvin Johnson. J'en ai profité pour faire une petite recherche. Ses stats par match cette année 2012. Donc, c'est 1964 yards. Non seulement il les fait en 16 matchs, mais il fait un tout petit 72 yards en première journée. Il fait un 46 yards contre Seattle, il fait un 34 yards contre Chicago, et il fait un 54 yards contre Minnesota. C'est-à-dire que sur sa saison, sur ses 16 matchs, il en a 1, 2, 3, 4 qui sont pas bons du tout. Et malgré tout, à côté de ça, sur ses autres matchs, il fait des perfs de mammouth à 225 yards contre Atlanta, 207 yards contre Minnesota. C'était Atlanta. Ouais, oui, c'était Atlanta. Faut toujours... je sais faut pondérer.
Tu as beaucoup d'affection pour les volatiles. Oui, je les aime, les faucons. Et tiens, d'ailleurs, je salue Mathieu qui aime bien les faucons aussi. Donc voilà, c'était C'est pas Jordan. Et Jordan aussi. C'était pour appuyer le fait que la performance de Calvin Johnson cette année-là, elle est absolument titanesque. C'est quand même dingue, tu te dis, s'il avait fait ne serait-ce que 10 yards de plus sur chacun de ces matchs-là, juste 10, hein, ça c'est pas énorme. Hein. Il faisait un match correct sur chacune de ces rencontres, on avait quelque chose d'inatteignable pour des décennies. Est-ce que, pour vous, quand même, les 2 milliards, encore plus, si on passe à 18 matchs, c'est quand même pour bientôt, non? Oui. Ouais, ça va arriver. D'autant que le jeu est tout de même, enfin, c'est un cliché de dire ça, mais de plus en plus pass happy depuis un certain nombre d'années. Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, mais il y a de plus en plus de receveurs différents aussi. Oui, c'est vrai. Donc, alors, comme tu dilues un peu plus, moi je pense que 2500 yards is gonna be the new 2 milliards. Oui, bien sûr, mais enfin, de toute façon, dans les clubs, regarde, on parlait de Tyreek Hill, CeeDee Lamb, t'as toujours un go-to guy. Donc, cette barrière des 2 milliards, elle va tomber un moment. Et oui, je suis d'accord, 2500 yards, ça deviendra le nouveau nouvel Everest à atteindre sur cette catégorie. Exactement. Alors, on passe, justement, vous m'avez dit qu'on était en passe-à-pille, c'était passe-à-pille en ce moment. Alors, on va passer au nombre de yards à la passe dans un match. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Il m'amuse beaucoup, ce record. Tu l'aimes bien, celui-là? Celui-là, j'aime bien. Alors, on passe au record du nombre de yards lancés à la passe dans un seul match. C'est bien ça, hein, l'idée du truc. Le record qui est détenu par... Est-ce qu'il faut vraiment le dire et dire à quand ça remonte? Ah bah oui. Alors, voilà, je l'annonce à nos auditeurs parce que vous n'allez certainement pas croire ce qu'on va vous annoncer. Hein, et vous n'allez pas croire qu'on suit la NFL depuis autant de temps, et c'est vrai. Là, oui, vous aurez raison, mais vous pourrez vérifier parce que nous racontons beaucoup de bêtises lors du podcast. Mais pas là, et on ne peut pas raconter que des bêtises pendant une heure, c'est statistiquement impossible. Donc, je vais me permettre de l'annoncer, hein, Flav. Je t'en prie. 554 yards, c'est considérable. Ce record était tenu par Norm Van Brocklin, quarterback des Rams de Los Angeles en 1951, et il a été établi contre les Yanks de New York. Non, pas les Yankees, je ne me suis pas trompé, c'est pas une faute de frappe, ils n'ont pas changé de sport, c'était la franchise de New York à cette époque-là. Et moi j'aime beaucoup ce record parce que justement, il balaye totalement ce que j'ai dit il y a 3 minutes. On est dans une ligue pass happy depuis plusieurs années. Allez, on peut même dire depuis une vingtaine d'années maintenant. Et ce record tient debout depuis 73 ans. C'est incompréhensible. Et ouais. Et est-ce que vous avez le top 3? Si vous avez le top 3. Parce que dans le top 3, il n'y a personne dans les 12 dernières années. On a Norm Van Brocklin, 554 yards en 1951, le 28 septembre. Matt Schaub, 527 yards le 18 novembre 2012 avec les Texans. Et Warren Moon, 527 yards le 16 décembre 1990 avec, à l'époque, Houston aussi. Mais ce n'était pas encore les Texans à cette époque-là. Et surtout, c'était devenu ils sont devenus les Titans. Voilà. Mais c'était à l'époque. Plus récemment, en 4e, il y a quand même eu Joe Burrow. Voilà. Coucou Mathieu, en 2021, avec 525 yards contre Baltimore, je crois. Le plus récent, dans ceux en activité qui ont le plus s'approché ce record, il y a Joe Burrow avec 525 yards, il y a Matthew Stafford avec 520, il y a Jared Goff avec 517, il y a Derek Carr avec 513, et puis après, c'est à peu près tout de ce qu'il y a en truc. Sachant que Tom Brady, par exemple, son record de yards à la passe sur un match, c'est 517 yards, lui aussi. Donc, et on est quand même à 35 yards de Norm Van Brocklin. Est-ce que dans cette ligue de plus en plus passe à pied, parce que là, il peut avoir autant de receveurs qu'il veut, est-ce qu'il y en a un qui va aller nous chercher ce record? Tua Tagovailoa avec tous les trucs qu'il a, Joe Burrow avec les armes qu'il a à disposition aussi.
Brock Purdy. Alors là, si c'est Brock Purdy qui va le chercher, je peux vous dire que ça enflamme le monde de la NFL. Là. Twitter prend feu. Twitter prend feu sur là. Si ça se produit. Sortez les Canadaires, les gars. Sortez Et les Seb Canadaires. fait le tour du périph en caleçon. Voilà. Je fais Envole, comme ça. L'hélicoptère. Je fais le tour du périph à poil. Quoi, Ah non, mais là, je vous le dis que Twitter sera down pendant au moins 48 heures. Je vous le dis. Elon Musk en sueur. Si c'est Brock Purdy, Elon Musk est parti avec sa fusée rejoindre l'espace. Hein, je vous le dis. Hein, c'est clair. Non, toi, Yaya, tu vois personne aller chercher ce record cette année ou dans le futur proche. En fait, c'est des athlètes qui sont de mieux en mieux préparés que je me dis que un jour où tout va, mais vraiment que tout va, ça peut péter et surtout n'importe quel quarterback, même un quarterback complètement random. Je vais pas me faire des amis, mais tu vois, un Kyler Murray qui pète un câble et qui balance des passes à tir-larigot et tout tombe, ou un backfield qui est complètement à la rue et ils battent le record. Je vous rappelle, c'est Matt Schaub qui est le plus près. Matt Schaub. Ah oui. C'est quand même pas quelqu'un à qui tu penses quand tu dis sans lui en vouloir, c'est pas Patrick Mahomes, quoi. Voilà. D'ailleurs, Patrick Mahomes, qui est pas dans le top du top. Hein. Bon, après, il a pas beaucoup de receveurs, le pauvre. C'est vrai, mais ça aide pas quand on a Kadarius Toney. Ça aide pas. Voilà, t'as Kadarius Toney ou t'en as un qui passe son permis de conduire. Qu'est-ce que je te dis ça aide pas forcément à avoir. D'ailleurs, si un de vous a son record de passes sur un match, ça m'intéresse parce que là je l'ai pas sous les yeux. Ça pourrait être rigolo de savoir. À mon avis, il a déjà fait un match à plus de 500. Patrick Mahomes, c'est quasi sûr. Voilà. Et là, j'ai mes petites mains qui sont en train de chercher. Vous avez tel arabesque. Alors c'est 478 yards. Ah ben non, les Rams. 19 novembre 2018, si tu veux. Ah oui, ça avait été un match fabuleux, ça, où ça. Mais oui, c'est le fameux. Oui. C'est le fameux où ça canardait de tous les côtés. Et Jared Goff, son record est en face. Le fameux. Oui, c'est vrai. Impossible. Oui. Voilà, donc c'était comme quoi on savait vivre dans ces années-là, je vous le dis. 71,7% de pourcentage de réussite, c'est monstrueux. Et toi, Seb, tu vois le record tomber bientôt ? Alors, je vais abonder dans le sens de Yaya. Voilà. Brock. Ça, si tout se passe bien, si toutes les étoiles s'alignent, ça peut arriver. Mais d'un autre côté, je dis quand même que ce record, il tient depuis plus de 70 ans. Et en plus, certainement par un mec qui devait tourner à la bière et au tabac chiqué à la mi-temps dans le vestiaire. Quoi. Donc, je dis ça, je sais pas. Je suis désolé, je suis pas vraiment expert dans le football des années 50. Étrangement, on se demande pourquoi. Ouais, mais tu savais que dans les années 80, il y a un certain joueur, un certain quarterback qui a mis 4 touchdowns dans le même match. C'était Al Bundy de marier 2 enfants. Donc, tout peut arriver. Je suis pas sûr qu'il soit dans le livre des records de la NFL, mais je vérifierai. Mais voilà, moi je suis très partagé là-dessus. Et quelque part, moi en tant que fan, j'ai envie de le voir tomber ce record pour me dire je l'ai vu, j'y étais quoi. Enfin, je l'ai vu en différé à la télévision, hein. On va se calmer. Mais voilà. Écoute, tu sais quoi ? Tu sais, en baseball, on a vu les Cubs être champions. On pensait que c'était que dans Retour vers le futur, et puis finalement, tu vois. La réalité dépasse la fiction. Tout arrive. Est-ce que vous, en parlant des records comme ça un peu offensifs, on a fait là le nombre de yards à la passe dans un match, est-ce que vous avez le record de points d'un seul joueur, record de points d'un seul joueur en NFL sur un seul match. Ça date de 1929. Et c'était Ernie Nevers avec, à l'époque, les Chicago Cardinals, qui a battu les Bears de Chicago 40-6, et c'est lui qui a marqué les 40 points de son équipe. Il a marqué tous les points de son équipe. Le dernier à s'en être approché, vous vous en souvenez ? Le plus approchant, Alvin Kamara, évidemment. 36 points.
36 points contre les Vikings, mais lui, il tapait pas les field goals. Ça aurait été Tyson Hill encore, on aurait pu faire un truc. Mais Alvin Kamara, lui, il n'avait pas. Parce que notre ami Nevers, non seulement il marquait des touchdowns, mais en plus, il transformait. Tu vois, c'est pour ça qu'il est arrivé à 40. Il a marqué 6 touchdowns dans un match, comme Alvin Kamara en 2020. C'était, je crois, si je me souviens bien, le match de Noël des Saints. Oui, c'est ça. C'était le Vikings Saints, enfin Saints-Vikings. de Noël, où il avait ses fameuses chaussures, une chaussure rouge, une chaussure verte, où il avait été sanctionné après par la NFL parce que ses chaussures n'étaient pas réglementaires. Il avait marqué 6 touchdowns ce soir-là, mais il était resté bloqué à 36 points, ce qui est déjà pas mal. Et il égalait la performance qui était aussi un des landmarks de la NFL, d'un joueur qui était une vedette dans les années 60, c'était Gale Sayers, la comète du Kansas, qui jouait pour les Bears de Chicago et qui avait marqué également 36 points contre San Francisco, et dont je crois 4 courses, une réception, et je crois qu'il a relancé un kick-off également. Pour un touchdown sur ce match. Bon, ça, autant vous dire que 40 points dans un match marqué par le même joueur, c'est peut-être pas pour demain. Je le dis déjà 36, 6 touchdowns dans un match du même gars, c'est pas tous les jours. Mais alors, il faudrait passer à 7 en fait, parce que comme c'est pas les joueurs qui, enfin c'est pas les kickers qui marquent les touchdowns généralement. Oui, mais transformation à 2 points, mon petit Flav. Oui. On aurait dû faire 2 transformations à 2 points pour Alvin Kamara, et puis il aurait gagné le record. Mais bon, égalé, mais quand même aller marquer 40 points, à mon avis, ça fait partie des records qui vont pas être touchés avant un petit moment. Hein. Je me demande même si officiellement pour la NFL, le record d'Alvin Kamara n'est pas le record de nombre de points. Je pense que l'autre date de 1929, c'est possible. Parce que j'ai fait une recherche très très rapide. Et c'est lui qui ressort en premier. Enfin, c'est lui et Gale Sayers qui sont les co-recordmen. Oui, c'est possible. Tout ce qui est avant l'ère Super Bowl, je pense, n'a pas été. Donc voilà. En tout cas, ça nous permet de faire un petit coucou pour Alvin Kamara. Et on va sortir bientôt, en parlant de ça, le top 10 des running backs. On a fait ce mercredi le top 10 des quarterbacks, ce qui a déchaîné la twittosphère d'ailleurs. Et on manquera pas Bertrand, évidemment. Voilà, on manquera pas d'y revenir aussi dans les questions des auditeurs, parce que j'ai une question là-dessus. Mais oui, c'est comme ça. Je sens qu'on va encore discuter d'un sujet apaisé. Oui, ça va être bien. Mais voilà, on aura le top 10 des running backs et le top 10 des receveurs qui arrivent dans quelques petits instants. Enfin, dans quelques petits jours, plus exactement. Ensuite, on passe à un record de longévité. Record du plus grand nombre de matchs commencés à la suite. C'est-à-dire le plus grand nombre de matchs démarrés en tant que titulaire d'une franchise. Record qui appartient à mon cher Brett Favre, bien évidemment, avec, tenez-vous à votre chaise, garez la voiture, préparez-vous, attention, ça va partir. Un total de, si mes infos sont bonnes, 297 matchs, 321 si on compte les playoffs. C'est bien ça. 321 matchs. Enfin, vous imaginez, on est sur une saison à 17 matchs. Ça fait oui, enfin lui 16, mais nous maintenant 17. Il faut que la personne commence pendant 20 ans, quasiment. Et ça a été ça, parce que son record, il l'obtient entre, pour être précis, le 27 septembre 92 et le 12 mai 2010. Donc 18 ans. 18 ans sans louper un match. Vous savez qui est le quarterback le plus proche actuellement? Actuellement? Ouais, actuellement. Celui qui a le plus de départs consécutifs actuellement. Alors, quarterback, non. Les joueurs, je saurais te le dire. Joueur, c'est qui? Non. Alors, joueur, moi, j'avais Mason Crosby. Oui. Le kicker des Giants, 261. Et derrière, Matt Prater, kicker également d'Arizona, pour 250. Donc, vous voulez durer, soyez kicker. Oui, forcément. C'est mieux, c'est plus facile. Le quarterback le plus proche actuellement, ou plutôt le moins loin, devrais-je dire, c'est Josh Allen de Buffalo, avec 98 matchs. Allez, plus que 199, Josh, on s'accroche, on y croit. T'as plus de 15 ans à faire, mon bon Josh. Bon courage, l'ami. Non, clairement, on est sur un record. Pour un quarterback, ça n'arrivera plus. Alors, de toute façon, là aussi, c'est la palissade. Pour battre ce type de record, il y a quelque chose qui est indispensable. Il va falloir la santé.
Voilà. Parce que Brett Favre, ce record, quand il l'obtient, quand il le bat, il a 40 ans. Des joueurs de 40 ans sur des terrains NFL, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je veux pas. Après, au poste de quarterback, ça a tendance quand même à être de plus en plus dans la longévité. C'est un peu plus fréquent, en effet, depuis quelques années. Mais à l'époque de Favre, c'est quasi une anomalie. Des QB de 40 ans qui ont joué jusqu'à 40 ans ou même à 38, à l'époque, c'était des exceptions. On va pas dire des anomalies, plutôt des exceptions. Et là, vraiment, bien malin qui pourra dire, aujourd'hui, si parmi les joueurs actifs, il y a quelqu'un qui est capable de s'arroger ce record sur ce poste. Brock Purdy. Il lui met tous les records à Brock Purdy. On lui met tous les records. Allez, on lui met tous les records. Vous en prendrez bien un peu, Brock. Moi, ça me va. Donnez-lui les records. Oui, mais je crois qu'il a le record du plus grand nombre de passes lancées en étant arrivé au stade avec un polo. Oui, tout à fait. Parce qu'il porte si le jeudi il pleuvait. Et il y avait la lune chibbeuse. Encore. Moi, la stat qui m'a toujours tué, c'était quand ils avaient fait le comparatif avec Philip Rivers aux États-Unis, vous vous rappelez? Oui. Et qu'ils avaient mis nombre d'enfants. Nombre d'enfants, voilà. En quoi le comparatif est pertinent à ce moment-là de la saison, quoi, tu vois, pourquoi son nombre d'enfants vient en ligne de compte, tu vois, parce que Philip Rivers a une équipe de foot de basket avec les remplaçants. Oui, je crois qu'il en est à 11. Hein. Je sais pas. À l'époque, il en était à 8. J'avais bloqué à 10, il me semble, mais je crois qu'il y en a un qui a annoncé là pour cette année. Hein. Bravo Madame Rivers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, juste une chose, Tyreek Hill, pareil, mais en un an et avec 11 différentes. Oui. Et il attend le premier enfant avec l'officiel. Record non homologué, du coup. Mais c'est rapide, hein, il va vite. Oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, ça passe sur le dernier record qu'on aborde, mais ensuite, il y aura évidemment les records de nos auditeurs, que nos auditeurs nous ont suggérés. On pouvait pas faire une émission sans parler d'un éventuel record qui peut tomber cette année, c'est celui du nombre de victoires consécutives au Super Bowl. Puisque les Chiefs peuvent devenir, mon cher Yaya, les premiers à faire un triplé historique. Tout à fait. Vont-ils le faire? Attention à ce que tu vas dire, parce que la Chiefs Nation t'écoute. Et on les salue, d'ailleurs, nos amis de Chiefs France. Voilà. Et tous les Chiefs qui sont avec nous. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. Fais gaffe, parce qu'on diffuse ton adresse. Hein. Ça tombe bien, tu l'as pas. Je peux me la procurer. C'est vrai. Ce que je peux dire, c'est que cette année, c'est un peu comme l'an passé, c'est très ouvert. Donc, il n'y a pas de gros contender qui va écraser tout sur son chemin. Donc, oui, c'est jouable pour eux. Et ils ont l'expérience, ils sont sur la partie gagnante. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais. C'est vraiment trop prématuré. Mais définitivement, oui, ils peuvent le faire. Et parier contre c'est compliqué. De toute façon, vu la vidéo Instagram de l'an dernier où on a dit que les Chiefs ne gagneraient pas et le succès que ça avait été, je pense que cette année, on ne se tentera pas une prédiction aussi audacieuse que celle-là. Mais on laisse le plus grand receveur de La Rochelle, évidemment, oui, en parler. Mon cher Seb, c'est un peu, j'ai envie de dire maintenant ou jamais, mais non, parce que les Patriots aussi ont été proches à un moment de faire des triplés. Alors, c'est pas les seuls, parce qu'il y a 8 clubs dans l'histoire qui ont fait le back-to-back. Green Bay, Miami, Pittsburgh 2 fois, San Francisco, Dallas, Denver, New England et donc les Chiefs de Kansas City. Et alors, messieurs, là, attention, je vais faire une prédiction courageuse. Attention, enregistrez ce moment-là. Nous en sommes à 53 minutes 49. Je vous le dis solennellement. Aujourd'hui, 29 mai 2024, il est 22h03. Les Chiefs de Kansas City sont l'équipe la mieux placée pour réaliser le premier triplé.
Voilà, merci. Oui. C'est Voilà. audacieux. Mais j'avais dit que ça allait dénoncer, hein, là. Je vous avais prévenu. Je viens de faire une standing ovation tout seul dans mon salon. J'ai vu ça, j'en suis très flatté. Non, et je vous avais D'ailleurs, on a prévenu vu, on a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir, mais bref, peu importe. Heureusement, vous n'avez pas la vidéo. Quoi. Je vous avais préparé psychologiquement pour vous dire que ça allait être une take controversée. Hein, voilà. Là, on en a gros, là. Les gars. Non, on va tu parles de quoi? Je vais faire devenir sérieux l'espace de 2 minutes. C'est maintenant ou jamais. Je suis pas sûr parce que ils auraient un leader qui serait vieillissant. Je te dirais oui, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est pas le cas. Comme l'a dit Yaya, parier contre les Chiefs actuellement, c'est au mieux audacieux, au pire, c'est de la folie. Et effectivement, moi, je pense qu'ils peuvent réussir. Ce qui va plutôt m'intéresser, c'est comment ils vont réussir, puisqu'ils font partie de ces clubs dont on dit, voilà, donc, The Free Agent les premiers, hein, pour cette année, c'est mort. Et non, les Chiefs réussissent quand même à s'en sortir. Je vais regarder ça très attentivement parce que je ne vous cache pas que là aussi, ce serait quelque chose. Je ne serais pas peu fier de pouvoir dire je l'ai vu. Oui, tout à fait. Donc on part sur une, allez, on va dire probabilité, possibilité, voire probabilité. Voilà, ce sera déjà une bonne chose. On passe aux questions de nos chers auditeurs. Et la première, elle concerne un record. On va d'abord faire les deux qui concernent les records. Elle est de Henri. Et notre cher Henri nous demande, est-ce que, pour vous, un jour, le record de victoire d'un entraîneur sera battu? On sait que Bill Belichick, du coup, ne va pas le battre cette saison, hein, le record de victoire d'un entraîneur. Est-ce qu'il va avoir une chance, à 75, à 76 ans, d'aller chercher ce record? Il est à quoi, une petite quinzaine de victoires de Don Shula? Je crois, j'ai pas les chiffres. Je crois que c'est 13 victoires ou 14 victoires. Que c'est 13 également. Record. On va rechercher ça un petit peu précisément avant de dire des bêtises. Mais effectivement, alors, on avait d'ailleurs, en début de saison, je me souviens, fait un podcast dont c'était l'un des sujets. Et là, du coup, les données sont un petit peu changées parce que pour battre un record de victoire, faut coacher. Voilà, c'est voilà. Je sais pas si c'est à jour que j'ai trouvé. Parce que moi, j'ai quand même j'ai 26 victoires. Non, il y a moins que ça, je pense. Alors, moi, je vais être catégorique. Ce ne sera pas Bill Belichick qui ira chercher ce titre parce que je pense pas qu'une franchise lui redonne les clés du camion et il ne prendra pas de franchise s'il n'a pas les pleins pouvoirs. Voilà. Donc, pour moi, Belichick, c'est fini. Après, aujourd'hui, moi, il y en a un que je vois aller chercher ce record, c'est Sean McVay, qui commence très très jeune et il a un brillant avenir devant lui. Alors, effectivement, Bill Belichick est à 26 victoires. C'est ça, oui. Si, c'est bien ça. 302, oui, et 328. 328. Oui, c'est ce que j'ai trouvé également. On a Andy Reid, qui est pas si loin, qui est à 70. Ouais, il y a mais 70. Andy Reid, il a plus de 60 ans. Oui, mais regarde, s'il coach jusqu'à 73 comme Bill Belichick, tu lui donnes 10 ans avec les Chiefs qu'il a. Alors, t'as vu les burgers qu'il s'envoie, à mon avis, tu vois, les coronaires sont bouchés beaucoup trop vite. Donc, non. Faut penser à la santé. On avait prévu la santé des joueurs qui restent sur le terrain. On n'a pas prévu la santé des coachs qui pourraient partir avant le record. Donc, c'était pas prévu. Non, mais bon, Andy Reid, c'est peut-être même celui, Seb, qui est dans la meilleure position finalement pour battre ce record. Qui est dans la meilleure position. Moi, je pense qu'il est. Alors, si la situation reste ce qu'elle est, il battra le nombre de victoires de Bill Belichick. Ça me paraît entièrement atteignable. Effectivement, après, les questions d'âge peuvent jouer, puisque 70 victoires d'écart, c'est quand même pas rien. Une petite mention parmi
des coachs encore actuellement en activité. En dehors d'Andy Reid, celui qui est le moins éloigné, c'est Mike Tomlin, avec 173 victoires, mais la marche est encore haute. Et il en faut 150 encore. Hein. Allez, ouais, on y est presque, Mike. Courage, on est avec toi. Rejoins Josh Allen au niveau des records. Des records pas faciles à battre. Et quant à l'hypothèse Sean McVay évoquée par Yannick, alors je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est peut-être une hypothèse viable quand on voit le talent qu'il peut avoir pour exploiter au mieux l'effectif dont il dispose. Je pense qu'il va tout de même nous falloir une petite dizaine d'années supplémentaires avant de pouvoir vraiment se projeter sur ce nom-là. Non, mais moi, c'est dans le sens où il a commencé extrêmement jeune. Oui, mais j'entends bien, attention. Imagine, il coach 40 ans. Bah, tu as plus de chances quand tu coaches 40 ans que si tu fais une carrière là, je sais pas moi, Nathan Peterman par exemple. 40 ans, 10 victoires par an, on fait 400. Ça fait 400. Oh là. Oui. Merci, joli. Merci Bertrand Renard. Ah ouais. C'est bon. Mais c'est vrai, alors, les auditeurs te voient pas, mais tu as plutôt un côté Arlène Boulin-Prat. Oui. Merci. Faut pas entendre. Bon, allez, consonne voyelle, on passe à la question suivante. Fred. Next. Fred qui nous dit, qui nous pose une question sur les field goals. Sur un record de field goal, le record du plus long field goal, c'est 66 yards par Justin Tucker. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de joueurs venant d'autres horizons, pense notamment à Brandon Aubrey du côté des Cowboys de Dallas, est-ce que ce record pourrait être battu? Brandon Aubrey a dit que lui, il avait au moins 70 yards dans les pieds. On peut penser à Charlie Smith aussi, le footballeur gaélique qui est arrivé chez les Saints et qui, à l'entraînement, a mis des field goals de plus de 70 yards. Oui, alors attention, il y a toujours un facteur à prendre en compte, c'est que quand tu tapes une pénalité ou une transformation au rugby, t'as pas les 15 mecs d'en face qui montent pour tenter de bloquer la balle, et ça, c'est un léger changement, c'est un facteur qui modifie très légèrement l'équation. Hein. Il faut alors, Thomas Ramos n'approuve pas ce message. Hein, et Brandon Aubrey, l'an dernier, il en a tapé à plus de 60 aussi, non? Mais et puis des joueurs venant d'autres horizons, comme tu le disais, il y en a toujours plus ou moins eu. Mais je pense que c'est un record qui est à Platon. Et quand tu vois de toute façon certains kickers qui passent du 70 yards à l'échauffement, je veux dire, ces gens-là, ils ont 70 ou plus, hein, ou à l'entraînement, ils ont forcément une idée à la tête, si tu vois ce que je veux dire. Après, si c'est peut-être pas le genre de coup de pied que tu tentes si t'as un match de playoff en jeu, si tu veux le field goal à 68 yards, faut quand même oser. Mais c'est un record. Oui, c'est un record qu'on verra tomber. Et je pense que c'est un record qu'on peut aussi bien voir tomber demain que dans 30 ans. Oui, et l'avantage, c'est qu'il peut tomber un peu partout. Enfin, un peu partout. N'importe quand. C'est surtout que, tu vois, on dit souvent, bah oui, si c'est dans un stade couvert, comme l'est pour le cas de Brandon Aubrey ou de Charlie Smith, si c'est lui qui devient le kicker des Saints, bon, bah, il n'y a pas le vent, il n'y a pas tout ça, donc ça facilite le coup de pied. Mais on sait que certains stades, notamment à Denver, vont favoriser aussi des coups de pied possiblement plus longs. Donc, il y a aussi ce côté-là. Alors, je ne sais plus où Justin Tucker avait réalisé son record. C'est ce que je suis en train de. Je suis pas sûr que ce soit Baltimore, mais c'est pas impossible que si. Attends, je suis en train de rechercher ça. Ouais. En tout cas, Baltimore, c'est sûr et certain. Alors le plus long coup de pied pour un rookie, c'est 61 yards. C'était Myers à Seattle qu'il avait réalisé. Donc si Charlie Smith devient là le rookie des Saints cette année, pourquoi pas. Ça peut être un record qui peut viser. Brandon Aubrey l'an dernier a fait 60 yards pour son field goal. Voilà, bon, c'était le petit moment field goal, parce qu'on n'en parle pas assez des kickers.
Oui. On parle pas. On devrait faire un spécial kicker, un podcast spécial kicker. Là, je sens que Seb est déjà ravi et qu'il prend ses congés. Et pourquoi pas? Je suis en train de les poser là. Tu vas recevoir le mail dans 1 minute, bouge pas. En parlant de programmation de podcast, il y a notre ami Timéo qui nous demande à quand le podcast sur les Lions. Sinon, c'est super ce que vous faites. Alors déjà, on le remercie pour le message. Le podcast sur les Lions, il est toujours dans les cartons. On cherche juste des invités pour venir nous parler, des spécialistes des Lions pour venir nous parler. Pour rien vous cacher, on a invité Lions France, on vous en avait parlé, qui nous ont très sympathiquement répondu, mais malheureusement, les emplois du temps ne correspondent pas avec le fait que nous, on puisse, avec nos heures d'enregistrement. Donc, c'est pas possible de ce côté-là. Mais on explore 2-3 autres pistes pour faire un podcast sur les Lions. Et on devrait réussir à monter ça avant le début avant le début de la saison 2024. Voilà. Donc, ça arrive. Mais on n'a pas envie de vous faire ça à la volée. Voilà, on a envie d'inviter des gens qui connaissent vraiment l'équipe pour en parler le mieux possible, comme on a fait avec les Steelers, avec les Titans, avec les Texans aussi de Houston et avec les Bears de Chicago notamment. On a une question d'un certain Mathieu Van Ball qui dit « Je voudrais savoir où en est l'aventure de notre cher receveur de La Rochelle. » Et bien, pour en savoir plus, je te conseille, mon cher Mathieu, d'aller lui poser directement la question, puisque nous n'en savons pas plus. Nous n'avons pas vu ses mains depuis longtemps. Nous ne savons pas s'il est encore apte à recevoir quelconque ballon. Tant que Mathieu est avec nous par la pensée dans ce podcast, je vous invite à le rejoindre dimanche dans son live TikTok où il va parler du match, pendant tout le match des Mousquetaires, il sera en live TikTok, donc n'hésitez pas à aller lui rendre une petite visite à ce moment-là, et évidemment aller liker ses vidéos sur Instagram et sur TikTok. Question sérieuse. Attention, elle arrive la question. Elle était pas sérieuse? Non, elle était pas sérieuse celle-là. Question sérieuse de Rafa Joal, qui nous dit, attention, c'est le moment où ça va se crier dessus. Bonjour. Oui. Pourquoi vous mettez jamais Tua Tagovailoa dans votre top QB? Il sort d'une grosse saison, il a eu les playoffs plombés par la météo. Alors pourquoi est-ce que Tua Tagovailoa n'est pas dans le top 10 QB, mon cher Seb? Mais Parce que Seb n'arrive pas à dire son nom. Mais c'est une très bonne question. Je ne vais pas rebondir sur l'argument des playoffs gâchés par la météo. Je veux dire, les conditions de jeu, c'est les mêmes pour tout le monde. Parce que je pense que Tua Tagovailoa, il est overlooked, comme disent les Américains. C'est-à-dire que quand on parle de QB élite, son nom ne revient jamais dans la discussion, ce qui est un petit peu injuste, je le conçois, mais je pense qu'il paye ses blessures de début de carrière et le fait que cette saison dernière, qui effectivement a été brillante, reste néanmoins, pour le moment, la seule qu'il ait disputée intégralement. Et à mon avis, c'est cette absence de fiabilité, à défaut de trouver un autre mot, qu'il dessert quand il s'agit de faire un top 10 QB. Je pense qu'il a sa place, mais je comprends également pourquoi les personnes qui élaborent un top 10 est strictement top 10. Peut-être si on faisait un top 20, la question serait différente. On pourrait peut-être le retrouver dans les 10 premiers sur un top 20. Mais choisir de toute façon, c'est exclure. Et je comprends pourquoi on ne lui retrouve pas. À titre personnel, lorsqu'il y a quelques semaines, tu nous avais demandé de faire notre top 5 QB. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que toi, Tagovailoa, je l'ai placé au moins 2 fois. Et à chaque fois, je me suis dit, ah mais non, attends, il y a un tel. Donc, je rétrograde. Et puis, ah mais non, j'ai oublié un tel. Et donc, toi, il sort du top 5. Mais et alors je précise parce que le top 10 QB a été des rédacteurs de TFA a été publié ce mercredi. Je précise encore une fois pour vous dire que c'est un classement qui évidemment est subjectif, qui a été pondéré, mais c'est toujours subjectif. Hein. Chacun a pris ses critères. On n'a pas eu d'ordre en nous disant faut que ce soit tel critère ou tel critère. Voilà, on nous a demandé de faire notre top 10 QB. Chacun a choisi ses critères, comme dans les power rankings qui se font à droite ou à gauche.
Et Seb n'a pas, je dis pas de bêtises, hein, t'as pas rempli le truc. Hein, tu ne fais pas partie des rédacteurs, tu fais partie des chroniqueurs. Voilà. Donc Seb est exclu de toute. Ne tapez pas sur Seb, c'est pas de sa faute si vous retrouvez pas Tua Tagovailoa dans le top 10 QB. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie indéniablement de la discussion. Ça là-dessus on est d'accord, parce qu'on va nous dire oui, mais regardez, vous avez mis CJ Stroud dans le top 10, il a fait qu'une seule bonne saison aussi. Voilà. Donc bon, oui, il a fait une sur une. Voilà, une sur une. Alors, je vais répéter ce que je dis toujours dans ces cas-là. C'est absolument pas un tacle au niveau des chevilles sur le joueur, hein. Mais c'est que mon ressenti. Mon cher Yaya, vas-y, défends Daniel Jones. Non, Tua Tagovailoa. Alors, on va parler top 10. Top 10, pas de bottom 10. Allez, c'était gratuit, Yaya. Oui. Voilà, je vais parler de Tua. Il est victime un peu de ce qui l'entoure, parce que des fois, tu as des quarterbacks qui magnifient les receveurs, c'est-à-dire que sans un quarterback, tu ne peux pas être un top receveur. Hein. On connaît les plus grands de toute l'histoire. S'ils n'avaient pas eu un, voire plusieurs quarterbacks autour d'eux, ils n'auraient pas fait cette carrière. Et à côté de ça, lui, il a des receveurs qui lui font gonfler les stats. Et il en est un petit peu victime, c'est-à-dire qu'il n'a pas le côté playmaker stratosphérique. Tu vois, il est plutôt game manager que c'est pas un gros mot, hein, Seb, hein, game manager, mais c'est pas. Ouais, quand je l'entends, moi, j'ai l'impression que c'est un gros mot, quoi. C'est ouf. Oui, mais non, c'est un style de quarterback. C'est pas le mec qui va. Ah, voilà. Ouais. C'est pas le mec qui va te faire te changer le match, mais il va pas faire de conneries. Et ça, c'est une vraie qualité. Mais à côté de ça, il a des playmakers, que ce soit à la passe ou running back, qui font le taf, quoi. Donc ça attire un peu la lumière, et je pense que ça le dessert dans sa popularité. Une nouvelle question de Jeff. On a entendu parler de la possibilité, alors je ne sais même plus le terme exact de la NFL, je crois que c'est la NFL qui étudie la possibilité d'un match à Paris, le fameux match en France, vous savez, le célèbre marronnier, ça fait 15 ans. On a peut-être un match en France qui arrivera, peut-être, hein, on ne sait jamais. Et il nous dit, il paraît que le Stade de France est trop vétuste. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est vrai que le Stade de France est considéré par la NFL comme ne répondant pas aux normes. Alors c'est pas une question de, enfin pas que une gestion de vétusté, c'est surtout une gestion de vestiaire, parce qu'en fait les vestiaires ne sont pas assez grands pour accueillir l'ensemble d'un effectif NFL. Voilà, pour l'organigramme de la NFL, ça n'est pas suffisant. Le seul qui pourrait répondre actuellement en taille de vestiaire, je crois que c'est le Groupama Stadium de Lyon. Si je dis pas de bêtises, voilà. Après, ça pose toujours un problème. Est-ce qu'il vaut mieux mettre à Paris, à Lyon, etc., etc. Bref, la question de Jeff, c'est faut-il que le nouveau Parc des Princes se conforme à cette législation pour qu'il puisse recevoir le match de NFL en France? Est-ce que finalement, cette nouvelle construction, cette réhabilitation du Parc des Princes n'est pas un vrai espoir pour avoir de la NFL en France? Ouf. Bonne question. Hein. Bonne question, oui. Ça me prend un peu par surprise, hein, là, même, comme question, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Alors d'abord, on va tempérer les choses. La NFL nous dit étudie la possibilité de, mais ils étudient beaucoup de choses. Puis ça fait un moment qu'ils nous étudient. Ça fait un bout de temps qu'ils nous étudient. Et ils étudient également l'Irlande. Et je rappelle qu'en Irlande, particulièrement à Dublin, on a l'habitude depuis un certain nombre d'années, une fois par an, de voir la division 1 NCAA. Donc, si je devais mettre là maintenant tout de suite une petite pièce sur un autre match en Europe, moi je la mettrais plus sur Dublin que sur Paris. Après, quant à la question... c'est une question que je trouve très ciblée dans la façon dont elle est posée, et ce n'est pas une critique. Est-ce qu'il faut réhabiliter une partie du Stade de France pour accueillir la NFL? C'est-à-dire que moi, si tu me la poses, une question du portefeuille, est-ce qu'il faut que je paye plus d'impôts pour que la NFL vienne en France? Je suis pas sûr.
est-ce que dans le cadre d'une réhabilitation du Stade de France, on pourrait prendre... Là, pour le coup, le Parc des Princes, il y a une réhabilitation qui est prévue de toute façon. Voilà. Donc, est-ce qu'on prend en compte Voilà. cette exigence de la NFL pour se dire, profitons-en pour faire des choses Profitons-en. aux normes? Exactement. Et là, pour moi, ça ferait effectivement un petit peu plus de sens. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tant qu'il n'y aura pas cette réhabilitation, évidemment, il n'y aura pas de match à Paris. Tu évoquais Lyon. Est-ce que du coup, la NFL pourrait tourner son regard vers Lyon? Pour moi, c'est pas improbable. Ça reste une des grandes villes françaises. En termes aéroportuaires, c'est quand même suffisamment bien desservi. En termes d'accueil, En Allemagne, ils font pas c'est même pas à Berlin. Hein. c'est même pas Berlin. C'est Munich. Voilà. Munich et ils ont fait Stuttgart, non? Ils ont pas fait C'était l'an passé. Oui, c'était peut-être Stuttgart. C'est peut-être Stuttgart, je ne sais plus, mais Francfort. ils ont fait Munich. Ouais. Oui, Francfort. Francfort, oui, Francfort. Ah, Donc c'est pas un problème. La possibilité de la NFL en France, moi je reste sur ma position, c'est pas improbable. Voilà. Je me projetterai pas plus loin puisque comme tu l'as rappelé, Flav, c'est un marronnier depuis au moins, oui, en effet, 15 ans, peut-être même 20 maintenant. Dès qu'il y a eu les matchs, les International Series, dès qu'il y a eu les premiers, on en a parlé. À voir, mais il faudra la structure pour les accueillir. Mon Yaya, même avis. Je pense que avant toute chose, il va falloir donner de la visibilité à la NFL en France. C'est le truc prioritaire. Quand tu vois que il y avait un match qui était sur une chaîne gratuite, que ça s'est arrêté au bout de 2 ans, et que maintenant il faut aller chercher, il faut faire l'effort d'aller sur une plateforme. Alors, ils refont la plateforme M6. Hein. Oui, voilà. Je suis d'accord. Je pense que la NFL viendra. S'il y a un marché, il faut qu'il y ait un marché. Alors, ça va venir de toute l'Europe. On est d'accord. Ça viendra à Paris de toute l'Europe. En plus, là, aujourd'hui, avec les infrastructures pour les JO, tout ça, ils auraient pu profiter de ce moment pour réhabiliter le Stade de France, effectivement, faire un truc un peu plus grand. 80 000 places. Bon, je pense qu'ils seraient plutôt hypés, les joueurs, de venir à Paris. Mais effectivement, ils ne peuvent pas recevoir dans les vestiaires. Non. Lyon, ça fait sens. C'est central, comme l'a dit Seb. Ça arrive de partout en Europe. Pour connaître l'aéroport Saint-Exupéry, moi, je le vois tout à fait. Je connais bien Antoine. Ouais, c'est tout à fait jouable. Il y a même un aéroport privé que tu utilises avec ton jet, d'ailleurs, assez souvent. Non, juste le jet 27, ça marche pas. Très friendly, hein, Yaya, je tenais à te le dire. Bon, ça reste de quoi? C'est pas très éco-friendly de se déplacer en jet privé comme ça. Je tenais à te le dire. Ça reste entre nous. Oui. Alors, vu ce qu'il va faire à Lyon. Mais bon, ouais, ça reste entre nous. Je vais aller voir Mehdi. Ouais. On salue Mehdi aussi, d'ailleurs, au passage. Ouais, salut. Et donc, moi, je pense que avant toute chose, il va falloir remettre de la NFL visible et ce qu'avait fait avec l'équipe, ça marchait super bien. Et ça marchait bien. Je pense, j'ai dans l'idée, quand tu sais comment les choses fonctionnent, que avant de venir en France, ça va être une exigence de la NFL, la visibilité du produit. Alors, quand ils vont vraiment se pencher dessus, ça va forcément être un problème. Alors, l'histoire a été racontée je sais pas combien de fois. Canal, quand ils ont commencé à passer de la NFL, ils avaient baissé les tarifs et je pense que s'ils veulent se montrer, il faut qu'ils aillent, c'est eux qui doivent aller driver et aller voir des chaînes françaises pour pouvoir s'implanter et dire voilà, nous on veut s'implanter, qu'est-ce que vous dites? On assure la production, machin, truc, et mettre, j'ai envie de dire, des acteurs qui puissent bien le représenter. Et Peter Anderson était la meilleure personne pour le faire.
D'ailleurs, Peter Anderson avec Anthony Mangou notamment. Oui. Il y avait, il y avait Charles Todin aussi qui avait commenté sur l'équipe. Bref. Oui, mais sur l'équipe live, le match des Giants avec Sébastien Séjean, c'est un vrai truc, tu vois. Et moi, j'ai plein de potes autour de moi qui ont commencé à regarder comme ça, qui après sont intéressés, sont venus nous voir. Et surtout, c'était leur rendez-vous du dimanche soir, tu vois. Tu te fais tu pouvais zapper et tomber dessus. Ouais, et après, ouais, c'est quoi, machin, track. Ah ouais, et maintenant, on sait qu'il y a eu des très bonnes audiences pour le Super Bowl, mais c'est surtout aussi pour le show de la mi-temps. Mais le reste de l'année, je pense que on parlait de feuilletonner en début d'émission. Je pense que ça peut être intéressant de faire quelque chose comme ça. Alors, pas forcément sur les chaînes premium, mais M6 qui a plusieurs chaînes, qui a plusieurs canaux de diffusion. Bah, ça pourrait être un truc sympa plutôt que d'avoir la 25e rediff de Podstar, par exemple, ou de je sais pas quoi, ou d'enchères. Enfin, voilà. Le message est passé auprès des programmateurs d'M6. Une dernière question, mais alors on va pas y répondre tout de suite. C'est pas pour vous la question. Eh non, c'est une question de Refrigipi qui nous demande: y a-t-il un joueur des Mousquetaires de Paris qui a le niveau pour rejoindre la NFL? Alors cette question, je vais la garder pour le podcast ELF. Et oui, parce que c'est ce que je voulais vous annoncer, à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi prochain, vous allez retrouver Tailgate en mode ELF aussi. Il y aura toujours la NFL, bien évidemment, tous les jeudis, mais le mardi, il y aura un podcast spécial ELF avec Julien de Spring Football News, avec Wake, avec Steven, avec Kevin, avec aussi de temps en temps des joueurs des Mousquetaires qui viendront avec nous pour débriefer le match des Paris Mousquetaires du week-end et parler d'un sujet autour de l'ELF. Ce sera un podcast qui durera environ une trentaine de minutes. Et voilà, on va vous présenter ça. C'est la grosse nouveauté du Tailgate de cette année. C'est un Tailgate version ELF. Et cette question, évidemment, je la poserai à tous ceux qui m'accompagneront lundi parce que c'est une question extrêmement intéressante. Et on la garde sous le coude. Donc, Refrigipi, ne te vexe pas si on n'y répond pas aujourd'hui. Mais on y répondra bien évidemment dans le podcast ELF où je poserai cette question. En parlant de football américain en France, je rappelle que les Mousquetaires jouent donc ce week-end leur premier match d'ELF 2024. Ce sera contre Hambourg, ce sera à Hambourg, enfin où je sais même plus où c'est, parce qu'ils se délocalisent un peu Hambourg. Enfin bref, c'est contre Hambourg le 2 juin à 13h et ce sera à suivre chez nos amis de Beansport, chez nos copains de Beansport qui diffusent tous les matchs des Mousquetaires. Et on retrouvera donc le débriefing dès le mardi sur TF1. Vous aurez aussi le résumé de la rencontre le dimanche. Vous aurez les résumés de tout ce qui s'est passé en ELF. Bref, comme d'habitude, ça, vous y êtes habitués. Juste un petit mot sur la D1 Elite qui a terminé sa saison régulière lors du week-end dernier. Les résultats dans la conférence Nord, Rouen a battu le Flash de la Courneuve 20-16. Une victoire qui permet à Rouen de se qualifier pour les playoffs promus dans cette saison 2024 et déjà en play-off, les Léopards de Rouen qui vont donc, en battant le Flash à la Courneuve, s'offrir une petite place pour aller un peu plus loin dans cette compétition et ils seront accompagnés dans cette conférence Nord par le Flash et par les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui ont battu 21-20 les Molosses d'Asnières-sur-Seine. Dans la conférence Sud, Nice a battu Marseille 23-7, la première défaite de Marseille dans cette saison 2024. Les Niçois qui eux aussi se qualifient pour les playoffs devant les Ours de Toulouse qui ont battu 28-19 les Iron Mask de Cannes. Toulouse qui finit donc égalité de points avec... Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises sur le chat pendant ce temps-là. Merci de prendre au sérieux la D1 Elite, les gars. Donc, les ours de Toulouse qui reviennent à égalité de points avec les Dauphins, mais avec la différence particulière. Yaya, mais c'est pas possible. La prochaine fois, c'est toi qui fais la partie D1 Elite, comme ça je t'entendrai pas pendant ce temps-là. Et dernier résultat, les Argonautes d'Aix-en-Provence qui ont battu 49-26.
Je vais devoir couper les micros, les gars. On est des gamins. Je vous jure, j'aurais pas dû les mettre ensemble. Ils ont battu 49-26, donc les Grizzlies catalans. Les wildcards commenceront pour l'AD1 Elite le week-end du 8 juin avec un match entre les Black Panthers contre les Dauphins de Nice. Et de l'autre côté, ce sera les Grizzlies catalans qui recevront les Léopards. Merci. Merci Yaya pour tes blagues délirantes et pour ton expertise plus ou moins experte pendant ce podcast. Merci mon Seb d'avoir été là. On se retrouve, je rappelle les rendez-vous, mardi pour l'ELF et jeudi pour la NFL dans Tailgate et bien sûr les podcasts NBA notamment et WNBA de notre ami Chris et de toute la team basket, la petite baba l'orange. N'hésitez pas. Oui, et là c'est bientôt la finale NBA donc qui commence le 6 donc n'hésitez pas à venir. Si vous aimez le basket ou que vous avez simplement envie de découvrir et d'écouter le podcast NBA et WNBA, n'hésitez pas à y aller. On se dit à tous une très bonne semaine et on se retrouve mardi donc pour le LF. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.